Bonjour Michel. Bonjour Philippe. Écoute, merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps pour ce rendez-vous qu'on Bon, on a du temps en ce moment. essaie autour des leaders inspirants. Oui, Euh, on a un peu de temps en ce moment à tuer. En tous les cas, merci beaucoup. C'est vraiment très, très gentil de nous accorder un peu de ton temps. Alors, le concept de ce format, c'est de faire des rétrospectives de carrière autour de leaders inspirants. Donc, je vais essayer de résumer assez rapidement ton parcours pour qu'on rentre ensuite dans le vif du sujet sur ta vision de la durée et de la nécessité de se réinventer dans un environnement très concurrentiel comme tu l'as connu dans ta carrière. Donc, tu as démarré en 72 ton premier JT sur la troisième chaîne pour rejoindre 3 ans après TF1 en 1975, que tu quittes en 84 pour rejoindre le groupe Canal+ à sa création, le 4 novembre 84, pour une très très belle aventure avec la dernière grande aventure significative que tout le monde a gardée en mémoire, c'est le grand journal qui démarre en 2004 et que tu arrêtes toi en 2000 de présenter et d'animer en 2013. Alors ça, c'est pour la partie journalistique et les dates les plus significatives. En parallèle de Canal et du Grand Journal, en 2012, tu rejoins Vanity Fair pendant 8 ans, que tu as quitté il y a quelques semaines, la direction de la rédaction. Et en parallèle de cette carrière journalistique, il y a des faits marquants, notamment dans le sport, avec ta présidence au PSG entre 1991 et 1998, là aussi couronné de succès. Donc c'est une longévité exceptionnelle dans un univers, on imagine, très concurrentiel, sous une pression quasi quotidienne. Donc, avec le recul aujourd'hui, quels sont les ingrédients qui t'ont permis de durer à ce point et d'avoir autant de succès en termes d'adhésion du public sur tes différents projets? Bah, j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire dans la vie. Et à l'âge de 15 ans, j'ai fait un stage dans un journal local à Châteauroux et c'était une commune révélation. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, bah, c'est ça ce que je veux faire. Donc, après ce parcours long, parce que je travaille depuis maintenant 50 ans au moins, ça a toujours été en fil rouge de ma vie professionnelle, même s'il y a eu des choses différentes, mais qui étaient toujours en lien avec ma passion. J'ai d'autres passions aussi, mais enfin, celle-là était ma passion, disons, quotidienne et mon envie de me réaliser dans ce domaine. Donc, j'étais journaliste à Châteauroux au début. Après, j'ai fait mon service militaire et après, je suis parti j'ai fait des stations régionales. J'ai commencé par Limoges, j'ai fait Bordeaux, j'ai fait Marseille, j'ai fait Reims, enfin, j'ai fait un peu le tour. J'étais une sorte d'intérimaire de station régionale. Puis, je suis arrivé à Paris pour couper des dépêches et puis, un peu de fil en aiguille. Après, je crois, parce que j'en avais vraiment envie, je crois que l'envie compte beaucoup dans la continuité, dans la durée et d'avoir la chance de faire des choses qui vous passionnent, qui fait qu'on voit un peu moins les choses difficiles ou négatives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, bien entendu, mais ça les estompe un peu et ça permet de garder une forme de combativité. C'est un peu comme un sportif, quoi. Je ne sais pas à toi te parler de ce que c'est que la vie d'un grand champion, mais j'en suis pas un non plus, mais c'est toujours j'avais l'impression de faire un match tous les jours. Et ça, c'était assez jubilatoire et c'est une chance. Mais c'est jubilatoire, mais à la fois, est-ce que c'est pas usant? Parce qu'on en a parlé, en préparant un peu l'entretien. La différence qui existe entre le monde de l'entreprise et la vie que tu as connue toi, dans les médias et aussi dans le sport, c'est cette pression d'abord dans les médias quotidiennes des audiences, Mm. qui vous impose une remise en question, permanente. Dans le sport, c'est pas quotidien, mais c'est hebdomadaire avec les résultats des matchs. Comment on arrive à se réinventer et avoir toujours envie, après autant d'années passées, autant de succès. Il y a Mm. le Grand Journal, pour citer que cet exemple-là, qui est le dernier en date, une période de 9 ans, avec un tel succès, comment tous les ans, on a autant envie de repartir, autant d'exigences dans la qualité du produit qu'on délivre.
Bah, c'était un travail d'équipe, hein, j'ai eu la chance d'être très bien entouré dans le grand journal, d'avoir beaucoup de gens qui étaient avec moi autour de la table, sur le plateau, qui aujourd'hui font des très belles carrières en solo, parler d'Yann Barthès, on peut parler de plein de gens, d'Ali Badou, de Jean-Michel Apathy qui existaient déjà avant, enfin qui avaient une existence professionnelle avant, et puis les filles qui ont fait la météo, qui sont aujourd'hui, qui comptent beaucoup dans le cinéma, comme Louise Bourgoin, etc., etc. Ou Doria Tillier, bien entendu, et Charlotte Lebon, voilà, il ne faut pas que j'en oublie une parce qu'après ça va mal aller. Et donc, oui, j'avais la chance d'être très bien entouré, d'être entouré de gens aussi qui auraient pu être à ma place. Par exemple, au Grand Journal, Ali je pense, aurait dû me succéder, ça aurait été très bien. Quand il me remplaçait, c'était très bien. Avant, dans les autres émissions que j'ai fait à Canal, il y a beaucoup de gens, quelques-uns qui m'ont succédé, et qui démarraient, comme Jean-Luc Delarue qui a démarré avec moi puis qui m'a remplacé à la grande famille avec succès, comme Marc-Olivier Fogiel qui était avec moi à la télé au début, dans une émission qui s'appelait Télé Dimanche, qui m'a succédé avec succès, et on connaît la suite. Et bon, Yann Barthès a débuté aussi dans le Grand Journal. Je ne vais pas faire la liste de tous ceux qui ont débuté avec moi, mais ça venait de la qualité des gens qui produisaient aussi à mes côtés, comme Renaud Levanquim ou Laurent Bon pour le Grand Journal, et qui ont détecté assez bien, disons, les gens qui en avaient envie. Parce que il y a deux façons de faire de la télévision. Si on parle de télévision, il y en a une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est parce qu'on aime ça, et la mauvaise, c'est le faire uniquement pour ce que ça représente et la notoriété, etc. Ça, en général, ça dure pas très longtemps. Mais la bonne, c'est de faire ça parce qu'on aime ça, même un peu au-delà du raisonnable. Il faut avoir une sorte d'obsession. Tous ceux dont je viens de vous citer les noms, quand ils sont arrivés, qu'ils ont commencé à travailler, ils faisaient une minute d'antenne. Ils étaient là le matin à 8 heures, ils étaient le soir jusqu'à 22 heures, ils se remettaient en question, ils discutaient, ils retravaillaient, ils refaisaient. Et donc, à partir de là, on sait que ceux-là, ils vont réussir. C'est comme aujourd'hui, si on fait toujours le parallèle avec le sport, on sait que par exemple, à l'entraînement à la Juventus, ou le dernier, celui qui s'entraîne après tout le monde quand c'est fini, c'est Ronaldo, alors qu'on pourrait penser qu'il n'en a pas besoin. Donc, je ne compare pas à tout ça, mais je prends toujours des références de gens qui sont tout en haut pour voir comment ils font, pour l'adapter à mes moyens qui ne sont pas les mêmes. Mais si je t'écoute, donc, tu as eu la capacité à faire les bons choix pour choisir des adjoints sur qui t'appuyer, Mhm. quitte à être challengé, voire même mis en danger par eux, parce que tous les gens que tu cites, tu dis que c'est des gens qui auraient pu te succéder très vite. Donc, tu as fait ces choix en Mais ouais, connaissance de cause. ouais, mais ils m'ont succédé quasiment d'ailleurs. Mais ils m'ont succédé le moment venu pour eux et pour moi, donc c'est ça là après. Et c'est pareil, quand j'étais président du PSG, j'avais jamais dirigé de président de club, comme tous les présidents d'ailleurs. On devient président de club, mais personne n'a fait d'études particulières pour ça. Et donc quand Canal m'a nommé président du PSG, j'ai appelé Michel Platini et je lui ai demandé qui tu prendrais à tel poste et à tel poste. Et donc j'ai exactement fait ce qu'il m'a dit. Donc je pensais qu'il était beaucoup plus pertinent et connaisseur que moi pour ça, et donc je me suis appuyé sur ses conseils. Et là, sur cette partie, justement, pour basculer sur ta vie sportive, donc là aussi, une période exceptionnelle, 7 ans de présidence et 8 titres. Donc, un titre de champion de France, 3 titres de Coupe de France, 2 titres de Coupe de la Ligue, un trophée des champions, une Coupe des Coupes. C'est là aussi un palmarès exceptionnel. Tous les ans, en phase finale des compétitions, pendant ta présidence. Est-ce que, alors en toute humilité, parce que dans le sport, on peut se dire que c'est le terrain qui dirige et Mm. tu jouais pas, mais comment ta présidence a permis d'avoir une telle période faste pour le club? Bah, avec beaucoup de, disons, de présence, beaucoup de présence au sein du groupe, beaucoup d'attention à l'égard des joueurs. Moi, je venais j'étais disons, une vedette de télévision, si on peut appeler ça comme ça. Donc, je pensais, comme toutes les vedettes de télévision, surtout à moi, dans ma vie professionnelle, au moins. Et puis, après, je me suis retrouvé patron d'un groupe de vedettes. Et donc, à qui on demande de jouer ensemble, et chacun ayant un ego, plus on a de talent, en général, plus l'ego est en proportion. Donc, il s'agissait de faire jouer, de faire cohabiter tout le monde, et de régler les problèmes en interne. À cette époque-là, ça paraît lointain aujourd'hui, c'était il y a une vingtaine d'années, donc un peu plus, 25 ans. Les choses restaient beaucoup plus en interne qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout sort, c'est très compliqué de maîtriser, d'avoir une vie de groupe qui soit, si je puis dire, intime,
et qui permettent d'avancer, de régler les problèmes sans que ça soit sur la place publique. Donc, je passais beaucoup de temps à ça. J'avais beaucoup de. euh, J'étais très proche des joueurs, effectivement. Voilà, donc très proche de l'entraîneur, mais chacun à sa place. Pour moi, diriger un club, c'est à la fois compliqué. Ça consiste d'abord à faire le moins d'erreurs possible. Il n'y a pas de génie comme président. Il y a des présidents qui sont plus pertinents que d'autres et qui voient juste. Et c'est savoir s'entourer. Et donc, le président, ce que je vais dire paraît basique, mais c'est rarement le cas, en fait. L'entraîneur entraîne, le président préside et les joueurs jouent. Voilà. Et parfois, il y en a un qui veut se faire à la place de l'autre. Et donc, faut que chacun reste à sa place et que l'autorité dernière soit celle du président, mais avec beaucoup de souplesse. Mais ce qui frappe, encore une fois, c'est dans ton parcours, c'est ce que tu dis bien là. On sent que tu as toujours été à côté de tes équipes, alors que hiérarchiquement, tu étais le patron. Je vois sur les réseaux sociaux régulièrement des joueurs du PSG qui ont joué sous ta présidence, t'envoyer des messages d'affection, les gens avec qui tu as travaillé dans les médias aussi régulièrement. On sent que tu as réussi à créer beaucoup d'humains dans un environnement qui paraît difficile à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une recette particulière? Comment on arrive à mettre autant d'affect dans un univers aussi dur et concurrentiel où chacun essaie de faire sa place et sa carrière? Moi, je pense que c'était une solution, en fait. Ça peut paraître généreux, mais en fait, c'est intéressé aussi. C'est parce que bon, c'est naturel, c'était un peu naturel dans mon comportement. Je préfère ça à l'affrontement et faire des bras de fer tous les matins dans le travail. Je trouve que ça mène à rien. Et je pense toujours que c'est plus dans la compréhension et parfois, sans en abuser évidemment, de compromis pour avancer ensemble, parce que personne ne détient, on est toujours plus intelligent à deux que tout seul. Et donc, plus il y a de gens qui sont avec vous et que vous considérez comme, euh, comme pertinents et très compétents dans leur domaine, je disais très souvent, y compris dans mes différentes activités, donc que ce soit la télévision, le sport ou voire même à Vanity Fair ensuite, que je délègue beaucoup, effectivement. Je peux déléguer jusqu'à 99%, mais les décisions se prennent à 100%. C'est-à-dire que j'ai le 1% qui fait que c'est oui ou non. Mais je peux déléguer à 99%, ce qui laisse beaucoup de latitude aux gens, qui leur permet de grandir et qui, moi, je regarde un peu et je vois si ça convient ou pas, quoi. C'est intéressant parce que il y a aussi un élément qui est très important, c'est que j'imagine que tu avais ce rôle de catalyseur de pression, puisque tu portais les projets, donc la pression des audiences, la pression du résultat reposait sur tes épaules. Et comment tu arrivais à maintenir une vision moyenne long terme de tes projets avec toute cette pression quotidienne qui pouvait inciter Mm. à prendre des décisions d'urgence. On sent que tu n'as jamais changé de braquet dans ta ligne éditoriale, j'allais dire, en fonction de l'audimat, du regard extérieur, et que tu as toujours eu une vision très long-termiste sur les projets. Bah, j'ai eu la chance d'avoir des patrons au-dessus de moi qui étaient des gens que je qualifierais du bâtiment, du monde de la télévision. Aujourd'hui, c'est plus pareil, vraiment. Souvent, à la tête de chaîne, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, de d'autres univers. J'en ai connu aussi à la fin un Canal qui venait de la chimie ou des choses comme ça, donc ils ne comprenaient pas tout ce qu'on faisait, mais qui étaient là pour diriger une entreprise et regarder plus les chiffres que le contenu. Mais j'ai eu la chance la plupart du temps d'avoir des patrons qui nous ont laissé du temps aussi. Quand on parle du grand journal, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment là, la première année, c'était pas une réussite du tout. Donc, on a beaucoup tâtonné. Et si on regarde ce qu'on a fait la première année, ça peut faire sourire. Et après, au fur et à mesure, avec Laurent Bon et Renaud Levanquier, on a calé, on a changé l'équipe, on a fait évoluer l'émission et on l'a fait évoluer. En fait, je crois il faut l'idéal, c'est de faire une chose, faire ce qu'on aime, comme on l'aime, et si possible, que ça soit aimé par ceux qui regardent. Alors après, c'est pas à tous les coups, mais c'est ce qui s'est passé dans cette émission en particulier, et dans d'autres que j'ai faites après, avant, c'est des émissions que j'avais envie de faire.
j'ai pas dans ma vie fait toujours ce que j'avais envie de faire, hein. Il faut pas non plus, parfois je travaillais parce qu'il faut travailler, mais j'ai fait de la radio aussi pas mal et pendant des années, j'ai fait à peu près toutes les stations de radio. Donc j'avais toujours besoin de travail, pour ne je bon, j'ai pas la peur de manquer, mais j'avais besoin j'ai eu la chance de jamais être au chômage parce que je cumulais peut-être un peu trop de temps en temps. Mais voilà, donc parce que j'aimais ça et je m'entourais de gens qui me permettaient de grandir aussi et j'en profitais, quoi. J'ai aussi profité du talent des autres, bien entendu, comme on a pu donner la chance à des gens qui débutaient de venir à Canal. Ça a été le cas pendant très, très longtemps, quand on fait la liste de tous les gens qui sont passés par cette chaîne, et qui sont aujourd'hui dans le monde du cinéma, que ça soit, Chabat, Édouard Baird, enfin, on pourrait faire une liste, c'est la moitié du cinéma français aujourd'hui. Mais si on t'écoute, bon, tu as travaillé avec toutes ces personnalités-là, mais la clé du succès, c'est d'avoir suivi tes croyances propres et d'avoir occulté un peu la vision extérieure. Tu n'as pas créé des projets pour répondre à une potentielle attente. Tu as créé des projets qui correspondaient à ce que tu avais envie de faire et de proposer. Et la réussite a été au rendez-vous. Ça n'a jamais été à l'inverse. Tu n'as jamais essayé de proposer des choses qui répondaient à une attente que tu pouvais pressentir. Non, mais c'est vrai j'ai eu la chance d'être dans cette entreprise, Canal+ depuis le premier jour. J'ai fait la première émission le 4 novembre 84 et à l'époque, il y avait que 3 chaînes, donc tu as pas connu ça, mais il y avait que 3 chaînes, donc on était la 4e chaîne, donc c'est relativement facile d'être novateur. C'était des chaînes de service public qui étaient très installées, voilà, dans un schéma, qui commençait à dater, donc tout ce qu'on faisait paraissait nouveau par la force des choses et on n'a pas fait que des réussites, mais quand ça marchait pas, ça durait pas longtemps et quand on avait une idée, c'était une chance inouïe, parfois 8 jours après, 8 jours après, c'était à l'antenne, quoi. On a une idée d'émission, un titre d'émission, j'allais voir, Alain Degrève, Pierre Lescure et ça démarrait, 8 jours après. Donc il y avait moins de marketing, il y avait moins d'études. Je pense que s'il y avait eu du marketing, au moment de la création de Canal par André Rousselet, la chaîne n'aurait jamais existé parce que les gens disaient: «On paiera jamais pour regarder la télévision» et bon voilà, on connaît la suite. Et tu as connu 2 époques, enfin, dès le début du grand journal, il y a eu, l'émergence d'internet, des réseaux sociaux et cetera, où, on peut imaginer que la forme a pris un peu le pas sur le fond. Est-ce que tu as eu une période, de réflexion là-dessus pour savoir si ta façon de travailler était, adaptée, à cette nouvelle, à ce nouveau rôle à jouer des médias, ou est-ce que très naturellement, tu as pris le train en marche et est-ce que ça a été naturel pour toi, cette nouvelle façon de faire des médias, ou est-ce que ça a été un effort que d'essayer de coller à ce nouveau monde? Bah, c'était un tremblement de terre pour les gens de ma génération. C'est-à-dire que nous, moi, je suis quasiment né avec la télévision. En même temps, j'ai commencé en noir et blanc, hein, donc quand j'étais à Limoges. Et donc, j'ai connu toute l'évolution avec l'arrivée de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, et maintenant de toutes les chaînes qu'on sait. Et après l'arrivée des réseaux sociaux, donc ça a commencé à nous inonder à partir. J'avais déjà arrêté quasiment le grand journal, quoi. Ça commençait, c'était pas, ils n'avaient pas encore les réseaux sociaux n'avaient pas le pouvoir comme ils l'ont aujourd'hui. Après, j'ai connu ça évidemment à Vanity Fair, donc on a adapté le magazine, mais qui est un magazine, c'est pareil, qui est très à part, bon, que j'ai quitté il y a un mois, mais qui est très à part. C'est un objet plus que, même si on est sur le journal est sur le web, mais c'est plus un objet de papier luxueux, donc c'est un peu différent et ça continue d'avoir sa vie, mais ça a besoin aussi d'évoluer. Alors, c'est vrai que je m'adapte comme je peux. Mes filles sont beaucoup plus à droite que moi dans ce domaine et il y en a même une qui en fait son métier, mais je ouais, je me débrouille, mais c'est vrai que je suis beaucoup sur Twitter, je suis sur Instagram, je ne suis pas sur, Facebook. Ah, je t'ai perdu. On avait Heu, perdu Michel. ah ça y est, c'est bon, je l'ai retrouvé. Bon, Voilà. Non, je suis alors pas spé j'ai pas les dernières 30 secondes, j'ai eu un bug ouais, de à la dernière 30 secondes, c'est que je disais oui, je suis pas très adroit avec les réseaux sociaux, mais je fréquente beaucoup Twitter et Instagram quand même, voilà. Où j'ai et j'ai ça a été assez
c'est naturel pour toi, c'est pas une démarche pour rester dans sentir que tu n'es pas largué. Non, non, bah, ouais, par exemple, je suis pas sur Facebook. Je crois qu'il y a des comptes Facebook à mon nom, mais c'est pas moi. Mais D'accord. je suis sur Twitter, oui, pas mal, mais plus pour détendre l'atmosphère que pour. C'est suffisamment crispé, tendu et parfois violent, et donc je suis pas ça. Et j'y suis pour avoir des informations, parce que on a les informations continues. Donc c'est comme je suis gourmand d'informations. Quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'avoir un téléscripteur de l'AFP chez moi, quoi. Je pouvais passer une journée à voir les informations dérouler. Donc aujourd'hui, je les regarde dérouler sur Twitter. Et puis Instagram, c'est un peu différent, c'est un peu plus dans un autre registre, quoi. Je te posais cette question parce que l'idée des entretiens qu'on essaie de mener, c'est de faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, et puis cette capacité d'adaptation à un monde qui quitte. Donc voilà, toi, tu as un exemple de longévité. Il y a eu des normes, des codes qui ont changé dans ton métier. Et puis à chaque fois, on voit que les projets que tu as menés, tu les as menés avec succès en tenant compte de l'évolution-là. Pour revenir un peu sur ta casquette de manager, parce que tu as eu des rôles de management importants, notamment en étant président du PSG. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre, est-ce qu'on peut dupliquer, on va dire, les casquettes de manager de la même façon en fonction des contextes, selon toi? Parce que tu étais à la fois donc manager du PSG, président, donc le top hiérarchique, et à la fois, est-ce qu'on pouvait considérer que dans ton équipe, lors des émissions, tu avais le même rôle à jouer? Ou est-ce que c'était des missions différentes en fonction des projets? Est-ce que tu considères, en gros, pour faire simple, qu'un manager est un manager et que les principes s'appliquent, peu importe le contexte? Ou est-ce que les contextes imposent des façons de travailler différentes? Bah, moi, si on peut appeler ça manager, j'ai toujours du mal à imaginer que je suis un manager, parce que je travaillais de façon assez collective et en même temps individuelle, indépendante. J'ai mené mon chemin tout seul, et j'ai pas de si je t'écoute, en fait, je pense à un moment donné que j'étais une sorte de produit que je fabriquais avec l'accord des autres, et quand j'ai changé, c'est que je sentais que mon propre produit avait fait son temps. J'ai arrêté le Grand Journal au bout de 9 ans parce que je pensais que c'était le moment. Même si c'était bon, j'aimais ça, et c'est que ça avait que des avantages. Mais j'ai arrêté le PSG, où j'ai arrêté au bout de 7 ans, parce que je pensais que j'avais fait mon temps, même si pareil, j'avais toujours envie de continuer. C'est comme quand on conçoit quelque chose, on a envie que ça dure éternellement, mais non. Donc il faut créer autre chose. Donc j'ai eu la chance aussi qu'à chaque fois, j'ai l'opportunité de pouvoir faire autre chose au moment où j'étais sur un travail dont j'avais fait le tour, et que je commençais à continuer par routine, ce qui est jamais bon. Et donc, il vaut mieux repartir sur d'autres chemins, comme aujourd'hui, par exemple. Je sais pas, je vais continuer de travailler dès qu'on va pouvoir sortir dehors, mais je sais pas encore ce que je vais faire vraiment. J'ai plusieurs pistes, mais je sais pas encore. Voilà. Mais voilà, peut-être que c'est une des clés qui explique cette longévité, parce que tu dis que tu pensais savoir que tu avais fait le tour des différents projets que tu as quittés, mais à la fois, tu les as quittés en pleine gloire. Tu quittes le PSG sur une période très faste en termes de titres, le Grand Journal sur une période très faste en termes d'audience. Donc, cette capacité à sentir que c'est le bon moment, parce que matériellement, sur le papier, rien n'indique qu'on est au bout de l'aventure. Non, non, mais c'est du ressenti, hein. Je veux dire, pendant tous les soirs à 19 h, quand j'allais au grand jour, quand j'avais des rituels comme pour les sportifs, hein. J'ai fréquenté beaucoup le monde du sport, beaucoup à l'intérieur aussi, donc avec le PSG en particulier, et puis même comme commentateur de foot avant sur sur TF1 et Canal. Et donc j'avais des rituels comme quand on va faire un match. C'est-à-dire que je rentrais tous les soirs sur le plateau, j'étais dans la coulisse, et il y avait le chrono qui déroulait, et je rentrais à 19h00. À 19 h pile, paf, je rentrais sur le plateau, et j'allais m'asseoir, je prenais ma bouteille d'eau, machin. Et à chaque soir, quand je m'asseyais, je me disais que j'avais de la chance. Parce que j'avais de la chance de faire ça, de pouvoir réunir les gens qui allaient être là ce soir, et puis d'avoir le succès qui allait avec. Et puis la dernière année, j'y allais un peu, toujours avec le plaisir, mais le plaisir commençait à s'émousser. Je commençais à me dire, tiens, lui, ça fait 5 fois que je le reçois, alors qu'avant, je ne me posais pas la question. Donc, une sorte
ouais, pas de lassitude, mais de routine. Ouais, voilà, la routine. Et puis ça devait se sentir, peut-être un peu aussi. Donc j'étais moins dedans, quoi. Et quand on est plus de, il faut être dedans à fond. Faut être dedans à plus de 100%, hein. C'est comme comme pour le sport. Pour gagner, il faut y être à bloc. Et j'y étais un peu moins à bloc. Ça allait, mais je pense que c'était bien d'arrêter, quoi. Voilà. Donc, je retiens deux choses de ce que tu dis qui sont des éléments importants aussi pour les dirigeants d'entreprise. C'est la capacité de mettre en question. Si l'environnement Mmh. nous fait penser que la dynamique est toujours positive, savoir prendre du recul et s'écouter aussi, sentir quand foncièrement on n'a plus la flamme Mmh, tout à fait. et être capable de trancher à ce moment-là. Ouais, puis être très bien entouré, tout le temps, ça c'est vraiment la clé, quoi, de bien entouré, déléguer beaucoup. Et si on a fait les bons choix, ça marche bien. Après, si on n'a pas fait les bons choix, faut pas hésiter à arrêter tout de suite, quoi. Faut pas s'entêter. Ah, alors, je vais passer, je vais rebondir sur quelques questions qu'on reçoit en même temps. On n'a pas parlé donc de l'actu très récente. Tu t'es lancé dans un premier projet de réalisation Ouais. avec un film qui est sorti en salle il y a quelques mois et à la télé il y a quelques semaines, de semblance. Donc, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle casquette pour toi. Est-ce que tu y as pris du plaisir et est-ce que ça t'a donné envie de réfléchir à d'autres projets? Bah, j'ai pris beaucoup de plaisir, ouais. Disons que ça là aussi, c'est arrivé, bon, il y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Vous connaissez tous cette phrase, mais c'est arrivé par hasard à Cannes. Enfin, donc il y a un rendez-vous à Cannes, chez UGC. J'ai commencé à raconter des anecdotes, un peu différentes de celles dont on parle aujourd'hui du monde de la télévision. Puis après, à la fin du dîner, on m'a dit: «Il faut faire un film». Bon bref, j'ai dit: «OK», comme on dit «OK» après un dîner, à Cannes. Et puis, j'ai pas et après ils sont revenus en disant que c'était pas une plaisanterie, et cetera. Donc après j'ai eu une idée de scénario, mais j'ai dit: «Je sais rien faire, quoi». J'ai vu énormément de films, j'étais journaliste de cinéma aussi toute ma vie. J'ai vu plus de 2 000 films, mais ça a rien à voir avec savoir faire un film. Et donc pour écrire le scénario, j'ai eu le choix entre plusieurs scénaristes pour travailler avec moi. Bon, j'ai travaillé avec une scénariste, ça s'est bien passé, on a travaillé 18 mois. Après est arrivé le financement, le casting, le tournage. Et la meilleure période, c'est le tournage, ça dure 2 mois. Et là, pendant 2 mois, c'était la première fois où j'avais vraiment personne au-dessus de moi, alors que même si j'ai eu beaucoup de responsabilités, il y avait toujours quelqu'un au-dessus. Celui qui paye est toujours au-dessus, quoi. Et donc, et là, j'ai découvert que le réalisateur était une sorte de petit dieu sur un tournage. Et même quand on débute, parce que tout le monde a commencé par un premier film, et il y a eu beaucoup de c'était vraiment une période quasi idyllique, quoi, de travail avec un casting de gens qui étaient pas du tout ni capricieux, qui bossaient, tout le monde savait son texte, tout le monde était heureux de faire ce film, toute l'équipe technique aussi. Donc ça a été bien. Puis après, il y a eu le montage qui a été trop long à mon goût, mais bon, qui a duré plus d'1 an. Et à la fin, je commençais à la fin, quand on voit une séquence 300 fois, et quand je dis 300 fois, c'est 300 fois, et qu'on la trouvait bien au début, à la fin, on peut plus la voir, quoi. Donc, mais ça fait ça à tous les réalisateurs. Donc j'avais la chance de pouvoir parler avec d'autres réalisateurs avec qui je partageais mes émotions. Et puis après, bon, il y a eu la sortie. Alors le film a pas connu le succès que j'espérais. Alors ça compense aujourd'hui parce qu'il marche très bien en VOD, sur les différentes plateformes. Donc cette expérience m'a ouvert des portes, même s'il n'y a pas eu le succès que je souhaitais, mais m'a ouvert des portes donc pour d'autres productions, d'autres entreprises de production m'ont proposé de faire un autre film ou de faire une série. Alors je suis plus parti sur l'idée d'une série, parce que j'ai déjà fait un film, donc comme je ne vais pas en faire 25, parce que la roue tourne, hein. Donc si je peux faire une série, je ferai une série, et des documentaires aussi, ça c'est sûr. Voilà. D'accord, Et donc ça sera encore, ça sera sur le monde du sport. d'accord, donc Comme j'ai encore fait le plein monde de la de. télé. En fait, le film, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que il raconte l'histoire de la fin de la télé et de la domination des réseaux sociaux, quoi. C'est l'histoire d'une star de télé qui va chuter parce que il va être battu par les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est fondamentalement ce que tu penses et qui est le piège à éviter aujourd'hui
pour les gens qui font de la télé, c'est de toujours garder une forme de ligne de conduite qui ne tienne pas compte de ça. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Bah, il faut en tenir compte quand même parce que, on vit dedans, hein, on vit dans les réseaux sociaux, enfin pas tout le monde, mais beaucoup maintenant, énormément et donc il faut tenir compte de ça, mais il faut s'en démarquer en même temps, tout en sachant que, voilà, c'est une nouvelle façon de faire de la télévision, surtout en ce qui concerne l'information. Pour le reste, ça change pas, quoi. L'événement sportif sera toujours, un événement sportif en direct et c'est imbattable, pour l'instant à la télévision parce qu'on préfère voir un match sur un grand écran que sur un téléphone. Mais ouais, c'est pour la télévision, ouais, ça change les choses aujourd'hui et ouais, ça change pas mal, ouais, ouais. Alors je sais pas jusqu'où, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, la télévision, j'en referai peut-être de temps en temps de façon épisodique, mais j'ai fait mon temps, hein, j'étais vraiment largement servi et bon, si de temps en temps il y a une idée qui me plaît avec, une production qui me plaît et en supposant que ça puisse intéresser un peu de monde, je le ferai peut-être, mais c'est plus du tout dans mes priorités. Donc, encore une fois, je retiens que cette nouvelle casquette de réalisation, qui t'a le plus plu, c'est la partie du tournage, parce que j'imagine que c'est la partie la plus intense humainement, parce qu'on vit en vase clos Mmh. pendant quelques semaines. Donc, tu Ouais. y as retrouvé un peu l'adrénaline de ta vie de président de club sportif. Est-ce que, Ouais, enfin, j'ai retrouvé l j'ai c'est retrou dur d'assimiler les deux, enfin, de comparer les deux, mais la dimension humaine et la force des rapports, est-ce que c'est un peu comparable? Oui, c'est comparable, tout à fait, c'est pareil quoi, le casting, c'est comme une équipe, c'est une équipe, c'est un énorme travail d'équipe, hein, et tout le monde apporte quelque chose parce qu'on dit: «C'est le film en ce qui me concerne, de Denisot ou d'un autre réalisateur», mais en étant im j'ai interviewé énormément de gens de cinéma pendant ma vie et quasiment le monde entier, mais j'étais jamais allé dedans, quoi. C'est comme quand j'étais journaliste sportif et comme tous les journalistes sportifs, je croyais savoir ce que c'était que de diriger un club. En fait, non. Voilà, donc c'est pas ça, c'est autre chose. Donc il faut après s'entourer et faire un film, c'est un peu autre chose que ce que je croyais aussi et j'ai eu la chance d'avoir une équipe et vraiment là aussi, j'ai gardé d'aussi bonnes relations avec les gens qui ont fait ce film avec moi qu'avec les joueurs du PSG ou de Châteauroux aussi, évidemment, parce que je suis lié à ce club. Et voilà, et si je retravaille, je retravaillerai certainement, si je refais un film ou une série, ce sera avec une partie, pas toute l'équipe forcément, mais une partie de ceux avec qui j'ai travaillé, parce qu'ils m'ont beaucoup appris, beaucoup apporté. Mais en même temps, réaliser un film, c'est choisir. C'est-à-dire qu'on te propose toujours des solutions pour une séquence. C'est-à-dire on te propose les costumes, on te propose les décors, on te propose le cadrage. Là où je me suis le plus investi, c'est sur le cadrage, que c'est quelque chose qui me passionne et pour lequel j'avais des idées précises. Mais en même temps, on te dit, tu veux quoi? Tu veux un coussin bleu, vert, jaune et tu choisis. Donc, tu choisis beaucoup, c'est assez luxueux, quoi. Donc, on revient au 1% de décision Ouais, que tu as eu à gérer dans tes autres partout, ouais. activités. Il y a les 99% de bon soutien et de bon entourage. Et puis, il y a toujours cette prise de décision finale qu'on a à assumer ensuite. Oui, tout à fait. Et puis, déléguer à 99% et garder le 1% de choisir, ça te permet d'avoir le temps de lire le journal, quoi. Écoute, je pense que c'est une bonne conclusion. Je ne veux pas te prendre plus de temps Ah ouais, ça va. que ce que tu as eu la gentillesse de nous accorder. En tous les cas, voilà, je pense qu'on clôture cette série des leaders de la plus belle des manières. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris un peu de temps et d'avoir partagé avec nous ton regard sur la longévité dans des environnements qui bougent. Nos clients et les dirigeants que l'on rencontre se posent beaucoup de questions sur ce qu'ils vont avoir à affronter après ce confinement. On est un peu dans l'inconnu, mais l'idée de ces petites séquences, c'est d'essayer d'être un peu optimiste et de se dire Mmh. que les facteurs clés de réussite ne changeront pas. Voilà. Et Ouais. donc, on parle de capacité en question, de rapport à l'humain, d'avoir une volonté forte d'imposer ses idées, d'être en phase avec son environnement. Donc, toutes ces techniques-là, d'avoir un management humain, de se mettre au service des autres, de bien s'entourer. Donc, c'est des
messages sont revenus régulièrement. C'est pas facile quand on est dans le guidon avec des sujets très matériels à régler, de prendre un peu de hauteur pour réfléchir à quelle posture adopter quand on est un manager et un leader. Donc, je crois que ça fait du bien régulièrement de rappeler ces grands principes. Donc voilà, c'était un peu l'idée de ce format et je suis ravi qu'on le clôture avec toi et avec ces messages positifs. Voilà. Merci Philippe, merci bien. À Écoute, bientôt. merci beaucoup et à très vite. Prends soin de toi. Merci à tout le monde. À bientôt. Ciao.